Bon, alors en fait, il y a une continuité, bien sûr. Donc, on va partir dans les leukodystrophies de l'adulte. Alors, comment nous, devant l'IRM, on va se poser la question d'une maladie héréditaire. Voilà, donc on n'a pas parlé pour le moment de maladie rare, hein. Mais voilà, c'est ça le but de l'organogramme. Premièrement, sur la première IRM, si votre atteinte elle est symétrique, les maladies qu'on vient de voir sont des maladies aléatoires. Dans une sclérose en plaques, une ADEME, vous n'avez pas de raison d'être symétrique. Les maladies systémiques, c'est multifocal. Donc nous, dès qu'on a une première IRM qui est symétrique sur la substance blanche, il y a deux mécanismes. Soit c'est un mécanisme toxique, post-radique, ou alors c'est un mécanisme génétique autodéterminé. Deuxième point, il n'y a pas de prise de gadolinium. C'est vrai que dans la majorité des maladies génétiques, il n'y a pas de prise de gadolinium. Troisième point, on va aller regarder le signal. S'il y a une atteinte de type fasciculaire, c'est-à-dire vraiment qui intéresse, découper au laser, les fibres pyramidales en continuité, hein, les couronnes rayonnantes, ça descend, les capsules internes, pour nous, c'est en faveur d'une maladie génétique. Après, il y a des petites variantes avec une atteinte frontale ou occipitale. L'atteinte du cervelet. Vous avez vu, on a beaucoup parlé de la fosse postérieure, mais on a parlé du pédoncule, mais finalement, dans la sclérose en plaques, le cervelet est rarement atteint. Et quand nous, on analyse d'IRM avec une atteinte de la substance blanche du cervelet, c'est un marqueur d'exclusion, pour l'instant, d'une maladie acquise, notamment d'une sclérose en plaques, et en faveur d'une maladie enzymatique chez ces patients. Ensuite, à côté de l'IRM, on est quand même des neurologues, et on va regarder un petit peu ce qui se passe en dehors du nerf périphérique. Si vous avez une neuropathie périphérique, c'est un bon marqueur, notamment dans le cadre des maladies démyélisantes, puisque ça nous oriente sur quelques maladies, l'adénoleukodystrophie, la leukodystrophie métachromatique, la maladie de Crabbe, qui ont une association centrale et périphérique démyélisante. Par contre, dans ce contexte, d'avoir une neuropathie axonale cette fois-ci, est en faveur d'une xanthomatose et d'une cytopathie mitochondriale. Alors voilà, un dossier de la vraie vie. C'est un jeune étudiant en fac des sciences à Lille qui va présenter un tableau fébrile aseptique d'origine virale. Il est vu aux urgences à Lille avec une fatigue, mais les internistes retrouvent une pneumonisation diffuse. La biologie montre une association surrénale périphérique. Et si on regarde simplement son IRM, encore une fois, c'est quelqu'un d'asymptomatique sur le plan neurologique. Premièrement, il a une atteinte de la substance blanche. Deuxième point, elle est symétrique. Et puis, elle est pour nous occipitale, ce qui oriente vers des maladies enzymatiques. Mais vous voyez, c'est ça le raisonnement que vous devez retenir. Une atteinte de la substance blanche symétrique sur la première IRM oriente d'emblée sur une maladie génétique. Et ce malade avait une adrénoleukodystrophie diagnostiquée sur la naissance surrénale indienne périphérique et l'IRM cérébrale est confirmée par la génétique. Pareil. Une malade qui était aide-soignante au CHU de Caen, qui va présenter vers l'âge de 30 ans un tableau de pseudo-dépressif. En fait, c'est un tableau cognitif. Et sur l'IRM, on voit des hypersignaux ici, symétriques de la substance blanche, avec à son âge une dilatation ventriculaire en rapport avec une atrophie. Et en fait, cette malade avait une leukodystrophie métachromatique. Donc, ce qu'il faut simplement retenir, c'est l'IRM, une atteinte symétrique de la substance blanche. Je m'arrête, toxique, génétique, puis après, il y a des algorithmes, effectivement, pour aller cerner ces maladies enzymatiques. Alors après, on peut avoir des maladies extrêmement incroyables. C'est un homme de 50 ans qui était en psychiatrie pour un alcoolisme, et qui à l'examen clinique avait une paraparalysie, mais il ne se plaignait pas grand-chose. Et son IRM va juste montrer ça, hypersignaux de la substance blanche postérieure. Le reste de l'IRM est normal. Et donc, toujours pareil, substance blanche symétrique, ici iso-hypotéen, et en fait, c'est un déficit en alpha-mannose. Est-ce que le rehaussement par le gadolinium élimine formellement une maladie génétique? Pour nous, ça nous embête toujours, mais non. Car en fait, dans ces maladies génétiques, vous avez bien sûr une maladie autodéterminée par une dégradation de la myéline, et la mort de l'oligodendrocyte le plus souvent. Mais quand vous avez une expression antigénique myélique, vous pouvez avoir des phases inflammatoires. Et donc, ces maladies génétiques, le plus souvent sont GADO-, mais ont dans leur évolution une expression inflammatoire avec prise de gadolinium, mais c'est parfois sévère. Ici, c'est un malade d'Angers, c'est un jeune homme de 24 ans, et depuis un an, il présente des troubles psychiatriques et cognitifs. Quand il est examiné, il est multifocal avec une ataxie pyramidale sévère. L'IRM, toujours pareil, montre une atteinte de la substance blanche, symétrique, pas d'effet de masse sur les ventricules. Donc, le fait d'avoir
une telle atteinte sans effet de masse veut dire que vous avez une démyelisation endogène. Bien sûr, ça pourrait être une tumeur, un gliome infiltrant, mais vous auriez un effet de masse. Et donc, quand nous, on a une massivité de l'hypersignal et pas d'œdème, pas de compression sur les ventricules, ça veut dire que le mécanisme est une démyelisation endogène, notamment la LIMP, c'est le meilleur exemple, et également les maladies génétiques. Et il avait une prise de Gado massive, et en fait, lui aussi, c'était une adroleugodystrophie à forme inflammatoire. Donc non, la prise de Gado n'élimine pas forcément une maladie génétique, ça nous gêne dans l'arbre diagnostique. Ensuite, il y a une forme qu'il faut absolument connaître, c'est les formes cavitaires. La cavitation a été définie par Marjan van der Knaap il y a 10 ans sur la présence d'un hyposignal étendu dans l'hypersignal. Et donc, quand vous voyez cette IRM, atteint la substance blanche symétrique, et là, regardez ici, vous avez des plages d'hyposignal qui rejoignent le LCR comme tonalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une nécrose, en fait, de vos neurones qui est sévère, il n'y reste plus que de l'eau. En fait, il n'y a plus de neurones. Et c'est important parce que chez l'adulte, cet aspect d'IRM rentre vers deux maladies. Le CASH syndrome, on va y venir rapidement, et puis les formes cavitaires de sclérose en plaques, qui sont des formes très agressives de sclérose en plaques de l'adulte. Le CASH, maladie récessive, caractérisée par une démyelisation, comme vous pouvez voir ici, et un aspect cavitaire, avec une notion atrophique. Le gène est connu, c'est IF2B5. Et donc voilà, on avait repris et publié dans Brain il y a quelques années les formes adultes de CASH. Le CASH a été décrit en 1997 par Rafi Schiffman chez des enfants avec une ataxie cérébelleuse et puis une mort au bout de quelques années dans un tableau grabataire. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des formes de l'adulte. Nos critères d'inclusion pour le papier de Brain sur l'étude française, c'était 16 ans, pas de symptômes avant 16 ans. 27 malades ont été recensés. L'âge extrême du début de la maladie, c'est 62 ans, ce qui veut dire que des patients avec une maladie génétique de l'enfance ne vont faire aucun symptôme jusqu'à des âges extrêmement tardifs de la maladie. Et sur cet algorithme d'IRM, on a montré que la majorité des malades avaient une mutation récurrente qui est le gène IF2B5. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est que si vous avez sur l'IRM cette atteinte symétrique plus cette cavitation, eh bien, si c'est bien une maladie CASH, vous avez 9 fois sur 10 le gène avec une mutation. Donc sur une maladie rare, on arrive à une rapidité, une fiabilité diagnostique qui est vraiment extrêmement intéressante au niveau quotidien. Deuxième groupe, c'est le vaisseau, une maladie génétique vasculaire, Cadazil, bien sûr, la plus connue, mais c'est un peu, voilà, c'est la famille des 7 nains. Vous avez Carazil qui apparaît, Carazal qui apparaît. En fait, on s'aperçoit que Cadazil, tout le monde connaît, et puis tout doucement, vous avez d'autres maladies génétiques du vaisseau avec à peu près le même aspect IRM et qui vont être reliées à des gènes différents. Et puis on va parler rapidement de COL4 et des codes partiels. Voilà, donc vous voyez cette IRM. Si on regarde cette IRM, il y a des hypersignaux de substance blanche relativement symétriques, un aspect un peu kystique ici, une atteinte du thalamus. Voilà, pour nous, c'est une IRM du vaisseau, ça, parce qu'on a une atteinte quand même marquée la substance grise, quelques capsules internes. Ici, une atteinte corticale, justement, on en a parlé, avec un aspect kystique. En fait, ce malade également a une myélopathie cérébro-arthrosique, une allopécie, et en fait, c'est la variante récessive de la maladie de Cadazil. Ce qui est important pour nous, c'est de regarder son IRM. Comment je la classe au niveau de l'anomalie du signal? Eh bien, on est sur une atteinte vasculaire du fait de l'atteinte du thalamus très marquée, et puis il y a des signes associés qui nous font partir sur le diagnostic de la maladie de Cadazil. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces leucopathies vasculaires génétiques, eh bien, il y a un gène qui a été trouvé également, qui est HTRA1, qui est une cause de microangiopathie génétique. Donc je passe sur les IRM. Et puis, plus récemment, vous avez Carazal, qui est une sorte de Cadazil-like, si vous voulez, avec des hyposignaux, des infarctus. Et ce qui est très important, c'est comment analyser l'IRM, atteindre symétrie de la substance blanche ici. Ici, vous avez des hyposignaux, donc on est bien dans le vaisseau par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en fait, vous voyez ici les aspects en croissant qu'on retrouve dans Cadazil, mais qui est impliqué dans cette autre forme qui est Carazal. Alors, comment nous, on raisonne devant substance blanche et substance grise, et donc le vaisseau? Eh bien, on rentre dans le groupe des microangiopathies. La première chose à regarder, c'est l'âge. C'est extrêmement simple, l'âge. Moins de 50 ans,
micro-angiopathie, je me pose la question d'une maladie génétique. Au-dessus de 50 ans, ça devient plus compliqué. Et donc, comment avancer dans ces diagnostics? Eh bien, je regarde si j'ai des facteurs de risque vasculaire, si j'ai un épuisement de la paroi à la carotide, si j'ai un athérosclérose au fond d'œil. Si j'ai ça, c'est que dans ce contexte de micro-angiopathie sur l'IRM, j'ai une association des gros vaisseaux, et donc on est sur une maladie acquise, athérosclérose, ce groupe. Par contre, moins de 50 ans, aucun facteur de risque vasculaire, aucun retentissement sur les gros vaisseaux, eh bien là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la conséquence d'un facteur environnemental. Clairement, ces micro-angiopathies, moins de 50 ans, sans facteur de risque vasculaire, veut dire qu'il y a une maladie autonome qui donne ces micro-angiopathies. Et c'est pour ça que l'important de l'analyse de l'IRM au départ, est-ce que vous êtes sur une maladie démyélisante, est-ce que vous êtes sur une maladie du vaisseau? Si je suis sur du vaisseau, je vais regarder l'âge. 40 ans, une micro-angiopathie, ce n'est pas normal. Et donc, on part sur des maladies génétiques, notamment Candasie la plus connue et le groupe dérivé, Carasil, Carazal et Piaget-Terrain. Donc, ça, c'est des aspects vraiment typique de micro-angiopathie, cet aspect de capsule externe, cet aspect d'émylisation, les hypersius de la pointe temporaux, un aspect de l'IRM criblé, et ça pour nous, cette IRM, elle est du vaisseau. C'est vrai qu'il y a des plages de démyélisation, comme on l'a dit dans le premier topo, associées à des lacunes, c'est fini, c'est du vaisseau, et on va regarder l'âge, est-ce qu'on va chercher une mutation génétique ou non. Ensuite, vous avez d'autres maladies du vaisseau, la maladie Col4A décrite au départ chez l'enfant, qui donne une atteinte de la substance blanche associée, et surtout qui est liée à une fragilité des vaisseaux, et qui va donner des hémorragies cérébrales avec ces cavités porencéphaliques. Ça, c'est un aspect tout à fait remarquable qu'il faut mémoriser. La cavité porencéphalique, c'est une séquelle d'hémorragie néonatale. Et donc, les malades vont faire des hématomes qui vont disparaître, et il va y avoir en fait un abouchement entre la séquelle d'hématome et le ventricule, ça s'appelle la cavité porencéphalique. Ça veut dire qu'il y a une fragilité constitutionnelle des vaisseaux. Et pour nous, une cavité porencéphalique, dans ce contexte d'atteinte à la substance blanche, nous fait partir sur une maladie qu'on appelle Col4. Col4, c'est un support du collagène, c'est un support des vaisseaux. Et donc, s'il est muté, vos vaisseaux sont anormaux, fragiles, ils vont se fissurer. Tout ça, c'est du bon sens. Et vous donnez comme séquelle la fameuse cavité porencéphalique. Ensuite, vous avez des malades tout à fait curieux qui vont avoir une atteinte à la substance blanche associée à des kystes. Souvent, c'est des malades pris pour des sarcoïdoses ou des cysticercoses. Et en fait, on a montré que ces malades étaient liés à une mutation génétique qu'on appelle le COTS syndrome. Attention au double phénotype. À force de voir des malades, ben, comme vous avez des fréquences de maladies en population, vous allez avoir une co-association. Et donc ça, c'est un malade de Caen, de Gilles de Fer. L'IRM est une IRM du vaisseau, ça, il n'y a pas d'ambiguïté, capsule externe, ici, avec sa teinte temporale, mais il y a une prise de gadolinium, et ici, il y a une myélite. Et vous avez vu, dans le milieu du vaisseau, je ne vous ai jamais parlé d'atteinte de médulaire, il n'y en a pas en général. Et en fait, ce malade a un double phénotype, il a une mutation cadavile, et il a une sclérose en plaques. Donc ça, c'est très important. Regardez bien vos IRM. Si vous voyez beaucoup de malades, à un moment donné, du fait de la prévalence de certaines maladies en population générale, vous aurez des doubles phénotypes. Et on avait publié, en reprenant les malades de Strasbourg et de Caen, sur l'association de doubles phénotypes. Finalement, si on prend un peu de hauteur, quand on regarde une IRM, vous allez avoir 3 groupes qui vont s'opposer. Premièrement, le vaisseau, l'atteinte pontique, un aspect kystique, l'atteinte du thalamus, donc de la substance grise, la présence de microblitz en IRM à une écho de gradient, voire de calcification, c'est le vaisseau. Le vaisseau, je regarde l'âge, 80 ans, bon, 50 ans, je m'arrête. 50 ans, je regarde, hypertendu, diabétique, cholestérol, je vais dire, bon, c'est plutôt une maladie acquise. 50 ans, aucun facteur de risque vasculaire. Si vous faites un dépôt, il n'y a pas de plaque. Un échographie des vaisseaux, du coup, il n'y a pas de plaque. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre microangiopathie sur le retentissement d'une macroangiopathie à impact crânien. C'est que là, vous êtes sur un modèle autonome endocranien de microangiopathie, puisque Cadasil et apparenté ne donnent pas l'atteinte des gros vaisseaux. C'est vraiment une maladie purement des petits vaisseaux. Et là, je pars sur le gène. Là, vous avez le droit de partir sur le gène. Donc c'est très important. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Ça se modélise très très bien. L'analyse du signal, premier groupe vaisseau. Si c'est du vaisseau, je regarde l'âge. Moins de 50 ans, a priori c'est génétique. Plus de 50 ans, je regarde ses facteurs de risque vasculaire. Deuxième groupe de maladies, les maladies inflammatoires,
c'était très bien détaillé dans l'exposé pertinent, ces hypersignaux précédents, périventriculaires, notamment le long de la corne temporale. Hein. Souvent, c'est la première topographie des hypersignaux inflammatoires, c'est le long de la corne temporale. Et puis, on en a longuement parlé, ces fameux 3 hypersignaux périventriculaires, etc., si on prend les nouveaux critères. Et puis ensuite, le groupe des maladies génétiques, atteinte symétrique de la substance blanche. Vous voyez, c'est ça l'atteinte fasciculaire. L'atteinte fasciculaire, regardez, votre capsule interne, elle est coupée au laser. Et ça, nous, quand on voit ça, ça veut dire que ce n'est pas un aspect local d'une inflammation, c'est qu'on est sur une maladie endogène de toute la myéline. Et cet aspect fasciculaire, nous, on s'arrête dessus. Et puis, atteinte symétrique de la substance blanche sur la première IRM. Et donc, du coup, voyant ça, on a modélisé, en fait, sur une série. Et donc, on a réalisé une série donc, consécutive sur les 800 dossiers qui vous avaient été soumis, avec des critères d'inclusion, mais d'une simplicité extrême. La médecine, c'est du bon sens. Plus c'est simple, plus c'est pertinent. Alors après, on peut faire lire 12 Tesla, 25 Tesla. Il n'y a pas de problème, c'est la science. Mais la médecine, c'est du bon sens. Et donc, notre critère d'inclusion, c'est premièrement une atteinte symétrique de la substance blanche sur la première IRM, un âge de début au-dessus de 16 ans, voilà, on a mis 16 ans, on peut mettre 18 ans, hein, et pas de cause acquise, bien sûr. Et donc, on a donné un algorithme décisionnel pour aller catégoriser ces maladies dites rares. Vous avez donc notre papier sur la série consécutive des 154 patients français dans Brain, et puis les Américains nous avaient demandé de faire toute une mise au point sur Neurological Clinical Practice, qui a été publiée en 2014. Ça, c'est l'algorithme, ça, c'est la série, mais le raisonnement est exactement le même. Et donc, notre étude en Brain, on avait focusé sur 5 ans d'exploration des patients, puisqu'après de 2012 à 2014, il y avait eu l'exploitation des données. Donc, on avait beaucoup de dossiers. Je vais vous dire comment on a fait. On a gelé la base en 2012. Le jeudi, tous les jeudis matins, je travaillais avec ceux qui étaient à Montpellier, Clarisse et Xavier. Ils me donnaient les corrections de l'article et des données. Et le dimanche soir, pendant 1 an et demi, de 8h à minuit, j'étais chez moi à ma table, devant l'article. Tous les dimanches soirs. Voilà, très méthodique. Très méthodique. C'est comme ça qu'on est arrivé à tout intégrer. Sur les 311 dossiers soumis dans l'intervalle de 5 ans, aujourd'hui on est à 800 dossiers, uniquement la moitié étaient des maladies génétiques, le reste étaient des maladies acquises, myélite, pando-oligoclonale. Et donc on a appliqué à cette série notre algorithme IRM, avec toujours pareil, le vaisseau, parce que noyau gris ici, parce qu'aspect de lacune, et puis c'est l'aspect capsule externe, le cavitaire, et le groupe métabolique, atteinte fasciculaire, mais pas d'autre aspect cavitation et vasculaire. Vous voyez, la simplicité de la consultation. Là, on a fait Cadagil, là, on a fait les gènes du cache, là, on a fait le bilan enzymatique. Et donc, ce qu'on disait au début de la présentation, c'est qu'on a demandé au centre d'avoir un bilan systématisé, métachromatique, CRAB, je passe, voilà. On a pris avec les neuropédiatres, on a pris avec les biochimistes pédiatriques, toutes les maladies enzymatiques de l'enfant qui peuvent donner des leucodystrophies. Pour le vaisseau, eh bien, on est arrivé à un diagnostic dans les 3/4 des patients soumis, avec Cadagil le plus souvent, ici, Col4A1 avec ses cavités parencéphaliques chez 7 patients, et puis le groupe des leucopathies kystiques calcifiantes avec ses prises de Gado et ses allures de kyste chez ces patients. On a comparé les malades vasculaires, Cadagil et mutés, non mutés, en fait, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est très important. C'est que, et ça avait été publié par les Italiens dans Neurology, c'est que lorsque vous prenez une IRM du vaisseau, eh bien, l'IRM ne va pas vous permettre de trancher entre maladie génétique et maladie active. C'est l'âge et le terrain qui va vous aider. Ou la notion familiale éventuellement, puisque c'est une maladie dominante. Et donc, muté, non muté, la présence d'hypersignaux du pont, l'atteinte ici de type lacunaire, l'atteinte des noyaux gris ici, ne sont pas différents entre les IRM des malades mutés et non mutés. Col4A1 m'a dit du collagène, cavité porencéphalique, avec des calcifications intracrâniennes, je passe vite. L'aspect de LCC, avec cet aspect de kyste ici, des hyposignaux nécrogardiens, parce qu'on est bien sur du vaisseau et des calcifications. Les IRM cavitaires, 17 dossiers soumis, 3/4 de dossiers avec un diagnostic moléculaire. Et donc ça, c'est très important. C'est des IRM que vous devez mémoriser, une atteinte symétrique de la substance blanche. Si j'ai cet aspect en flair de vastes plages de démyélisation, eh bien, il y a 2 maladies qui donnent ça.
soit le CASH syndrome avec ses malades mutés, soit les scleroses en plaques cavitaires. Après, on va s'aider pour faire l'un ou l'autre. Cet IRM, vous devez les mémoriser. Et puis dans le métabolique, c'est le troisième groupe, eh bien, on est arrivé à 54% de diagnostic. En appliquant la batterie enzymatique, on a trouvé plein de maladies considérées comme rares. Je vois mon chrono, j'ai 4 minutes, on va être dans les temps. Ah, c'est impitoyable votre truc. Hein. Merci, hein. Super. Alors, vaut mieux me limiter, hein, vous avez raison. Alors, nous avons donc 4 minutes 46. J'ai encore perdu une seconde. Alors, ça, c'est le groupe ALD, adénoleukodystrophie, vous voyez, hypersignaux de la substance blanche, capsule interne et cible fasciculaire. Le message également, c'est que tout le monde s'imagine que les leukodystrophies, c'est des hypersignaux diffus. Oui, bien sûr. Mais parfois, c'est des aspects très sélectifs de la substance blanche. Et ça, c'est très intéressant. Regardez ici. Bien sûr, vous avez une clinique évocatrice par apparésie, bien sûr. Ici, regardez, eh bien ça, c'est bien des leukodystrophies. Ensuite, voilà, ça c'est une maladie de Crabbe. Regardez ici. Voilà, atteinte fasciculaire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la couronne rayonnante, puis ça va descendre dans les fibres. Et regardez cette atteinte. Ici, en T2 de Sagittaire, regardez, c'est remarquable. Regardez ce truc. Ça, c'est très évocateur de la maladie de Crabbe. En plus, après l'axanthomatose, voilà, maladie cérébrotendineuses, et puis ces malades qui n'ont pas de diagnostic. Quand on regarde les IRM, elles ont bien nos critères d'inclusion, symétrie, substance blanche, mais finalement, malgré tout le bilan, ils n'ont pas de diagnostic établi à ce jour. C'est un quart des malades. Donc je passe là-dessus. Et donc, en conclusion, eh bien avec cet algorithme décisionnel, chez des patients adultes, si vous appliquez les bonnes clés, plus de 16 ans, IRM symétrique, si vous classez votre IRM, vous arrivez à 65% de diagnostic avec simplement 3 groupes, 1 le vaisseau, 2 le cavitaire, 3 le métabolique, c'est-à-dire les autres malades qu'on ne peut pas classer. Voilà, je passe très rapidement sur ces IRM. La question ensuite, c'est le groupe des malades sans diagnostic. On ne peut pas éliminer des maladies acquises. Est-ce que notre bilan est incomplet? Et puis, il y a des nouvelles maladies, bien sûr. Et donc, le retour aux cliniciens, c'est que vous avez vu le bilan enzymatique, hein, je suis allé vite parce que voilà, vous aurez les diapositives sur le site, vous aurez toutes les maladies référencées, mais c'est un bilan, maladie de Crabbe, leukodystrophie métachromatique, la c'est un bilan qui est lourd, ça coûte 800 €. Et finalement, quand nous on a vu sur une série consécutive de malades chez l'adulte la rentabilité du bilan, eh bien on a renvoyé aux cliniciens un bilan simplifié, 300 €. Donc du coup, il y a un coût médico-économique, il y a un retour investisseur qui est extrêmement gratifiant pour les gens qui nous ont envoyé tous les dossiers. 1, super, vous êtes tous co-auteurs du papier, génial. 2, vous avez un dossier pour vos patients. Mais en plus, nous, on va vous aider dans la pratique quotidienne vis-à-vis des hôpitaux, en disant, ben voilà, les hôpitaux ont fait un effort, ben maintenant, on va vous donner des moyens. Et donc, on a mis en route un bilan simplifié. Quand vous avez une substitution de leukodystrophie de l'adulte non vasculaire, non cavitaire, quel est le bilan qu'il faut faire? 1, la résulfatase pour chercher la leukodystrophie métachromatique. 2, la galactocérosale pour la maladie de Crabbe. On fait toujours les sucres alpha-bêta-amylose. L'acide gras à chaîne très longue est obligatoire. Ça coûte pas cher. Ça se fait dans beaucoup d'endroits. Vraiment, ça, c'est obligatoire. Vraiment, vous ne pouvez pas raisonner sinon. Et en plus, il y a un dépistage génétique. Et puis, le cholestéranol pour la xanthomatose cérébrotendineuse. C'est très important parce que le cholestéranol, ça coûte pas cher. C'est très robuste. Il n'y a pas de faux négatif. Si votre cholestéranol, il est augmenté, vous avez effectivement la xanthomatose cérébrotendineuse. Voilà, vous n'avez pas de faux négatifs. Donc le cholestéranol, ça fait partie du bilan. C'est l'exanthomatose, c'est relativement rare chez l'adulte, mais c'est vraiment simple et il faut vraiment le faire. Si je suis pile dans les temps, hein, 1 minute 16, c'est ça? Si, c'est bon. C'est bon. Hein. Vous pouvez même nous faire un petit supplément, si je peux me permettre, puisque vous avez gagné du temps, mais finalement, la différence avec l'enfant de cette conduite à tenir. Je vais répondre à votre question, parce que du coup, ça revient dans la discussion. Alors, simplement, deux messages de conclusion. D'abord, j'espère que ça vous a passionné, surtout. Enfin, je trouve ça fascinant, moi. Si ça vous intéresse, donc, il y a les Gyn-Élèves de Toulouse, enfin, c'est à Toulouse cette année, c'est en mars 2017. Et donc, on a mis au point les ateliers de la substance blanche. C'est-à-dire que tous les dossiers sont sélectionnés sur l'année.
c'est le mercredi après le club francophone de la CEP, et on voit 5 dossiers, c'est un gros staff en fait, 5 dossiers de malsuffisance blanche, avec ou non un diagnostic, pour faire travailler les gens. Au Jeunes élèves de Nantes, il y avait 350 personnes, les gens étaient ravis, on le fait à deux, avec un neuroradiologue de Dijon, de Strasbourg, qui est Stéphane Kremer, et notre équipe. Voilà, on prend des dossiers, ben voilà, vous voyez ici, là, je vous ai mis des dossiers au hasard, maladie à substance blanche, et on discute. Et puis, la deuxième partie, je ne la ferai pas bien sûr, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine. Dans la moitié des dossiers que je vous ai montrés, qui sont des maladies génétiques avec une rentabilité du bilan. En fait, en reprenant ces dossiers depuis 10 ans, on s'est aperçu qu'il y avait des maladies inflammatoires. Et là, on a commencé à travailler sur ces maladies inflammatoires inhabituelles. Et on est arrivé là aussi à un algorithme décisionnel sur les scléroses en plaques atypiques ou des nouvelles maladies inflammatoires. Ce sont des patients qui ont des arguments pour des maladies inflammatoires, poussée clinique, bandeau hypoconale à l'APL, névrite optique, myélite à l'IRM, mais dont l'IRM, en fait, cérébrale, n'évoque pas une sclérose en plaques. Et en fait, on a développé un algorithme qui va être soumis à Magny, donc à la réunion de Londres en juin, pour l'écrire en commission, en fait, pour donner là aussi, ce qu'on a fait pour les maladies génétiques, un algorithme décisionnel pour ces formes atypiques qui sont extrêmement difficiles en termes de diagnostic. Voilà, et donc c'est le groupe Atypical Multiple Sclerosis. Si l'année prochaine ou dans 2 ans vous le souhaitez, je suis à votre disposition. Il y a une semaine comme ça, j'étais à La Réunion en 36 heures, j'ai fait 25 heures d'avion, parce que je dors dans l'avion en fait. Et donc pour moi, Rabat, c'est je prends un ticket métro et j'arrive à Rabat. Merci beaucoup. Merci, M. Labouche. Donc, la parole est à la salle. Donc, si vous avez des questions. Donc, professeur Alaoui. Merci beaucoup, M. Labouche. Je sais, ces images, on ne va pas pouvoir tout mémoriser, c'est difficile, il y a beaucoup de choses. J'ai 3 questions. La première concerne la sclérose en plaques et les fameuses black holes. Vous n'avez pas parlé. Alors, comment on peut les utiliser éventuellement dans le diagnostic? Et puis leur physiopathologie. Je pense que... Sur ces formes cavitaires, en fait vous l'avez là, hein, la forme cavitaire, hein, pour bien mémoriser. Non, pas les formes cavitaires. Effectivement, la grande question, c'est est-ce que ces formes cavitaires, ce n'est pas des black holes géants? Nous n'avons pas aujourd'hui de données neuropathologiques de ces grandes lésions en hyposignal. Mais je trouve que par rapport aux black holes, ils ont des choses différentes. Les black holes, c'est rond. C'est pas de grosse taille le plus souvent. Voilà, c'est des black holes qu'on voit qui se promènent dans la substance blanche. Les cavitations, elles sont extrêmement étendues. Elles ont un aspect un petit peu hétérogène au sein de cette cavitation. Et elles sont en prédominance postérieure, elles sont extrêmement symétriques, alors que les black holes se baladent partout. Donc, sur le plan radiologique, en tout cas, on n'a pas de données neuropathologiques, il n'y a pas de malade autopsie, nous n'avons pas de démonstration de la physiopathologie des cavitations. Mais, en tout cas, au niveau radiologique, c'est un concept qui existe. On nous envoie, et par des centres très chevronnés, des patients avec ces IRM en disant « Est-ce que c'est une sclérose en plaques? Je ne comprends pas, c'est très curieux. » Par rapport aux black holes, donc ça, je vais bien vous répondre. Par rapport aux black holes, donc, ce sont des hyposignaux donc, persistants, non, c'est pas un gadolinium, qui nous aident effectivement en termes de diagnostic. Ça nous aide en termes de pronostic, parce que la présence de black holes chez tous les patients est un facteur pronostic en fait d'évolution long cours, cognitive, handicap. Ça, c'est vrai. C'est pour moi un très bon marqueur individuel. Autant il y a des marqueurs de groupe, la maladie, mais là on est sur un marqueur individuel et les black holes en général ils sont tous cognitifs dépendants. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, oui, là. Tout à fait, d'accord. Je peux continuer, messieurs les présidents? Rapidement, donc, oui, il me dit, d'accord. Bon. La deuxième question, c'est par rapport aux atteintes de la substance blanche, des lésions diffuses. J'ai eu des problèmes avec des patients dans une angéite primitive du cerveau, et dans la littérature, je pense que ça existe. Et puis, les lymphomes, vous n'avez pas parlé, les lymphomes primitifs du cerveau aussi, avec rarement ces lésions.
Et peut-être la dernière question, mais c'est autre chose. Vous avez parlé de modélisation de votre travail au niveau de l'IRM. Est-ce que vous l'avez corrélé à une modélisation clinique? Est-ce qu'on a des patterns en particulier pour les leucodystrophies génétiques de s'orienter sur tel ou tel en fonction de ce qu'on a une ataxie, on a une atteinte médulaire, on a des mouvements anormaux, des troubles cognitifs, etc. Bon, heureusement que j'ai Merci. une backup avec vous, hein, sinon je m'en sors pas. Hein. Alors, premièrement, sur l'atteinte diffuse de la substance blanche. Alors, je peux pas... Enfin, si, je peux vous le montrer, mais on est là jusqu'à 2018. C'est le gros piège diagnostique quand vous avez l'atteinte diffuse, symétrique de la substance blanche, c'est la gliomatose, gliome ou lymphome. Et vous pouvez avoir des lymphomes non rosés par le gadolinium. Et puis, bien sûr, les maladies génétiques, les leucodystrophies. Et donc, en général, sur les gliomatoses, c'est malade assez évolutif. C'est-à-dire qu'en plusieurs mois, ils vont se dégrader. Donc, en général, il y a l'évolution. Sur les locaux de l'adulte, hein, ils évoluent un peu moins vite. Mais effectivement, parfois, on a des grands doutes. Alors, je vous le montrerai peut-être rapidement dans les cas cliniques. À ce moment-là, on a eu un malade de Dax, si vous voulez tout savoir, un malade qui a un antécédent de lymphome, qui développe vraiment une atteinte de la substance blanche diffuse, symétrique, sans effet de masse. Et le neurologue nous envoie le dossier en disant qu'est-ce qu'il a. Et nous, notre raisonnement, c'est on fait un bilan enzymatique, si le bilan est négatif, que ça évolue, il faut le biopsier. Et puis, j'ai pas une nouvelle. Donc, 3 mois plus tard, je recontacte le neurologue en disant qu'il est devenu malade. En fait, le malade a été biopsié et c'est une gliomatose. C'est un gliome. Donc, votre question est tout à fait juste. Dans ces atteintes diffuses de la substance blanche, la gliomatose, c'est toujours quand même une question sur l'adulte. Hein. Ça, c'est une vraie question. Ensuite, le pronostic. Alors, sur le pronostic des leucos, cette fois-ci des maladies génétiques, on a fait une étude transversale. Et chez l'adulte, déjà, c'était extrêmement moins connu. Déjà. Et deuxième point, en termes d'évolution, on n'a pas assez de recul, puisque là, l'étude a été publiée en 2015. Donc, on ne sait pas, une métachromatique, une ALD, comment elle évolue 10 ans plus tard. Ça, on n'a pas de données. Il y a des malades, clairement, qui sont très évolutifs. Même en démarrant tardivement, il y a des malades qui terminent dément grabataire. Mais je ne pourrais pas vous donner plus sur ces formes tardives. Par contre, ce qui est très intéressant dans notre modélisation des formes atypiques de sclérose en plaques, c'est que non seulement on a modélisé en fait des formes inhabituelles de sclérose en plaques avec vraiment des homogénéités de sous-groupes, mais également sur ces sous-groupes, on a fait une corrélation sur l'évolution de la maladie. Ça devient très intéressant. C'est que, par exemple, on en a parlé, si vous prenez une forme cavitaire de sclérose en plaques, c'est une sclérose en plaques, tous ces malades sont progressifs. Ce qui est très intéressant en termes de pronostic, voire éventuellement de traitement, mais également qui revalide la pertinence de la classification, parce que dans ces maladies, donc sclérose en plaques atypiques, donc par exemple cavitaire, on en a parlé juste avant, c'est pour ça que je vous mets bien par exemple, ou des atteintes symétriques pseudo-leucodystrophies, mais qui sont bien des scléroses en plaques. Premièrement, on a, dans nos 350 dossiers, on a retrouvé 10, 20 malades, exactement la même IRM, exactement la même IRM, donc on a fait, à ce moment disant, un sous-groupe homogène de malades. Et deux, en plus, on a montré que ces malades avaient une évolution progressive. Alors que d'autres formes atypiques, les pseudo-ADEM, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, ont tous des évolutions à pousser. Et ça, c'est très important parce que ça vous revalide la classification IRM, bien sûr, et deux, en termes de pronostic et de traitement, ça nous aide beaucoup pour la décision. Donc c'est ça qui est fascinant, en fait, dans ça. Est-ce que j'ai bien répondu ? D'autres questions ? Madame Slassi. Pour les adrénoleucodystrophies de l'adulte, en fait, le cortisol et l'ACTH, dans quelle proportion est-ce que vous les trouvez normaux ? J'ai pas de, sur les formes d'adultes, j'ai pas de chiffres. Je vais être honnête, j'ai pas de chiffres pour vous dire dans combien de temps il faut un compte de pourcentage. En tout cas, dans les 11 malades qu'on a vus en ALD de l'adulte, hein, il y avait 2 malades simplement qui avaient une insuffisance surrénale périphérique. Dans l'ALD, attention, hein, d'abord il y a le test de base, donc voilà, donc ils peuvent être normaux, mais c'est des malades qui sont toujours à risque de décompenser une insuffisance surrénalienne latente. Ça, il faut vraiment être très prudent. Donc, premièrement, la normalité des fonctions surrénaliennes n'élimine pas une ALD.
Deuxième point, donc nous, il y avait 2 malades sur 11 qui avaient une insuffisance surrénalienne périphérique. Et 3, si ces malades ont une fonction surrénale normale, en cas d'anesthésie générale de fièvre, ils peuvent décompenser brutalement une insuffisance surrénale aiguë. Ça, c'est très important à savoir. Toujours des malades à surveillance. Bien. Madame Birouk. J'aurais une question par rapport à est-ce qu'il y aurait une explication, une approche d'explication par rapport au fait que des déficits enzymatiques ou des maladies génétiques peuvent être à révélation tardive. Est-ce que, bon, on a un peu compris pourquoi? Non, les gènes, les mutations sont les mêmes. Après, on rentre dans les facteurs environnementaux. Ces maladies-là, souvent, se déclenchent, s'expriment, du moins cliniquement, après un facteur infectieux, vaccin ou des accouchements, des traumatismes. Deuxième point, il y a tout le mécanisme de la régulation des gènes, en fait. Et ça, on ne sait pas. Dans les maladies génétiques mendéliennes, quelle que soit la maladie génétique, vous allez avoir la même mutation dans la famille, des expressions complètement différentes de tous les phénotypes dans la famille, parce que derrière, il y a des facteurs de régulation des gènes qui sont inconnus à ce jour. Donc probablement, c'est ça, c'est probablement l'influence des facteurs environnementaux, fièvre, traumatisme, accouchement, et deuxième point, des facteurs de régulation des gènes qui sont mal connus à ce jour. Oui, Dr Raphaël. Merci. Pour le cas du parasite, vous avez parlé d'une myélopathie cystique associée. C'est-à-dire, est-ce que après vous avez parlé d'un double phénotype, CEP. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que pour vous l'atteinte médulaire, elle exclut les atteintes génétiques et leucodystrophiques? Ça, c'est ma première petite question. La deuxième, une leucodystrophie à IRM normale. Est-ce que vous croyez qu'il faut faire bon. Vous n'avez pas d'autres questions à me poser, non? Non. Alors. Sur la moelle, dans les maladies génétiques du vaisseau, cadazile, carazile, HTR1, vous n'avez pas d'atteinte médulaire. Vous n'avez pas de myélite, quoi. Sauf sur cette maladie qui est très particulière, qui s'appelle carazile. Donc, c'est des cadaziles récessifs, cette fois-ci, forme récessive, liée à la mutation du gène HTR1, qui associe donc une leucopathie vasculaire non spécifique, je dirais, voilà, pseudo-cadazile, pour être simple. Il n'y a pas vraiment de terme différencié. Il y a un signe qui a été décrit ici, cet aspect ici en chapeau, comme ça, mais voilà, c'est vraiment tout spécifique. Et une alopécie, et chez ces sujets relativement jeunes, une myélopathie cérébrale sévère, avec ici, vous allez faire la moelle cet après-midi, si j'ai bien suivi, ici, un hypersignal centromédulaire, donc elle est vraiment sévère. On ne sait pas pourquoi. Donc, la seule maladie du vaisseau est génétique, où vous avez des signes articulaires, donc arthrose sévère, hernie discale, myélopathie cérébrale associée à cette IRM, vous devez effectivement rechercher le gène HTR1 dans les formes récessives qu'on appelle carazile. C'est un poids très important. Actuellement en France, il y a 2 patients mutés, adultes, dont un de nos malades, en fait, qui a vraiment le tableau classique. Et si vous voulez tout savoir, ce malade, il venait toujours avec un bonnet. Et puis, en fait, c'est une de mes adjointes qui, un jour, lui a enlevé le bonnet. Et en fait, il était complètement chauve. Donc, faites enlever le bonnet au malade pour être sûr, dans ce contexte, qu'il n'y ait pas de chauve. Sur les locaux non vasculaires, l'atteinte médulaire, elle est surtout clinique, en fait. Et souvent, l'IRM est assez décevante. Mais bien sûr, l'IRM peut vous montrer une atteinte médulaire sensible. Mais finalement, souvent, l'IRM médulaire est décevante. Et d'ailleurs, vous avez vu dans tout ce topo, mais c'est un peu comme dans ce qu'on en parle, que je vous ai beaucoup parlé du cerveau et très peu de l'IRM médulaire. Parce qu'en fait, l'IRM médulaire, souvent, dans les locaux enzymatiques, elle est pratiquement normale. Alors que vraiment, ils ont une atteinte pyramidale. Soit ils ont une atteinte pyramidale corticospinale, bien sûr, et puis ils peuvent avoir une atteinte médulaire à type de dégénérescence valérienne, d'atteinte axonale, non visible en zone de démyélisation en IRM médulaire. Bien, encore une question, parce que M. le Président m'a fait des signes. Oui. Quelle est la place de la spectroscopie dans la distinction entre maladies métaboliques et maladies inflammatoires et aussi tumorales? Alors, les radiologues sont très friands à la spectro. La spectro, ça va vous donner quelques aides si vous voulez. Probablement, l'augmentation des actes est plutôt en faveur d'une cytopathie mitochondriale, mais c'est pas spécifique.
Un pic de colline est plutôt en faveur d'un remaniement membranaire de type démyélisant, mais vous l'avez dans la lymphe, vous l'avez dans plein de maladies. L'aspartate et l'acétyl est plutôt en faveur d'un éteinte axonale. Bon, je vais être très direct, cash, comme dirait un de mes adjoints. Ça ne sert à rien. Spectro, ça ne sert à rien. Alors si vous dites ça avec les IRMI, ça vous fait tuer. Hein. Mais je n'ai pas vu à ce jour, alors, sauf curiosité incroyable pour les glycinopathies, enfin, ce truc, bon. En tout cas en pratique quotidienne, je n'ai pas vu à ce jour de diagnostic formellement retenu simplement sur une spectro-IRM. C'est ça qu'on veut, nous. Nous, on veut un diagnostic de certitude. C'est ça qui est important. Alors, on pourrait faire une spectro, ça vous aide, si vous voulez, bien sûr, avec certains marqueurs, qui sont toujours les mêmes, mais finalement, 10 ans plus tard, la spectro, en pratique quotidienne, est assez décevante, et établir un diagnostic de certitude sur une spectro est quand même extrêmement délicat. Hein. Dans les gliomes, ils ont certains marqueurs, mais voilà, parfois on va à la biopsie quand même. Quoi. Donc la spectro, grand danger. Suivez, mais ne vous appuyez pas là-dessus. Bien, voilà une parole claire et précise qui permet d'avancer. Bon, je crois que la pause est prévue jusqu'à 10h45, ce qui fait qu'elle est déjà raccourcie. Alors donc à 10h45, tout le monde reprend. 5 minutes.